Je m'appelle Megan Brox. J'ai 32 ans, et depuis 9 ans, je travaille comme consultante en jury comptabilité à Boston. Le genre de personne que les entreprises appellent « quand l'argent disparaît » et que personne ne veut admettre où il est passé. J'ai bâti ma carrière en traçant des virements cachés, de fausses factures, des comptes écrans, et des mensonges financiers. Mais rien ne m'avait préparé à l'email que ma propre mère m'a envoyé, à 6h17 un lundi matin. L'objet était simple, profite de ta nouvelle vie. Je l'ai ouvert alors que je me tenais dans ma cuisine, encore à moitié endormi, une main autour d'un mug de café noir. Je m'attendais à une énième tentative de culpabilisation, sur les raisons pour lesquelles je n'aidais jamais assez. Au lieu de cela, j'ai lu, ton frère et moi avons pris tes 450 000 € d'économie, et nous avons déménagé à Paris. Profite bien d'être fauché. Pendant une seconde, j'ai cessé de respirer. Je l'ai relu, plus lentement, comme si les mots pouvaient se réorganiser d'eux-mêmes, pour former quelque chose de moins cruel. Ce ne fut pas le cas. En pièce jointe, il y avait une photo de ma mère, portant des lunettes de soleil à la terrasse d'un café parisien, souriant comme si elle venait de gagner le gros lot. Et à côté d'elle se tenait mon frère, Tyler Brox, tenant une coupe de champagne qu'il n'aurait jamais eu les moyens de s'offrir. Sous la photo, elle avait ajouté une dernière ligne, peut-être que maintenant tu apprendras, que l'argent ne te rend pas supérieur à ta famille. Mes doigts sont devenus glacés. Le café a glissé de ma main, et s'est fracassé sur le sol. Mais je n'ai pas bougé. Car ce que ma mère ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que tous les comptes auxquels ils avaient touché, ne m'appartenaient pas. Et quand les véritables propriétaires ont commencé à poser des questions, Paris a cessé de ressembler à un rêve, pour se transformer en piège. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsqu'ils ont appelé en panique, en demandant à qui appartenaient ces comptes, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et d'où me regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Je n'ai pas hurlé. C'était ça, la partie étrange. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas jeté mon téléphone, je n'ai pas rappelé ma mère en la suppliant de m'expliquer. Je suis resté debout dans cette cuisine, les pieds nus au milieu de la céramique brisée, et j'ai senti quelque chose en moi devenir douloureusement immobile. C'était peut-être le choc. Ou peut-être cette part de moi, qui avait passé des années à enquêter sur les fraudes des autres, réalisant enfin que je regardais un dossier portant mon propre nom de famille. J'ai enjambé le café, je me suis assise à ma table à manger, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis connecté à tous les tableaux de bord financiers que je possédais. Le premier compte était vide. Le deuxième avait été siphonné. Le troisième affichait un virement que je n'avais jamais autorisé, acheminé via un compte commercial temporaire, avec un nom si ridicule qu'il m'a presque fait rire, Brox Family Holdings. Ma famille avait créé une fausse entreprise, en utilisant notre nom. Comme si le vol devenait respectable, une fois doté d'une étiquette corporative. Plus je creusais, plus je devenais glacial. Il y avait des virements provenant de mes économies personnelles, certes. Mais aussi des mouvements depuis un compte séquestre, lié à une enquête confidentielle que je gérais pour l'un de mes clients. Une entreprise de technologie médicale, qui m'avait engagé pour retracer des fonds de recherche détournés. Ce compte était soumis à de strictes restrictions légales. Il était surveillé. Il était assuré. Et, plus important encore, il ne m'a jamais appartenu. Je n'avais donc pas le droit de le donner, de le dépenser, ou de le perdre. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Non pas à cause des larmes, mais à cause de cette prise de conscience écœurante, ma mère et mon frère ne m'avaient pas seulement volé. Ils avaient mis les pieds dans un crime financier, qu'ils étaient bien trop arrogants pour comprendre. Puis, les souvenirs ont commencé à s'emboîter. Tyler demandant le mois dernier, alors, tu gardes tout ton argent dans une seule banque? Ma mère insistant soudainement sur le fait qu'elle avait besoin de mon vieil ordinateur, pour imprimer des recettes, lors d'une visite à mon appartement. Elle, feignant d'être offensée, quand je refusais de discuter de mon travail avec mes clients. Tyler plaisantant sur le fait que mon métier avait l'air facile, parce que les riches vous donnent simplement leur mot de passe. J'avais mis tout cela sur le compte de l'ignorance. Maintenant, chaque question posée avec désinvolture, ressemblait à un rossignol conçu pour forcer une serrure. J'ai ouvert mon gestionnaire de mots de passe, et j'ai vu une connexion depuis un appareil inconnu, 2 nuits plus tôt. Puis une autre, depuis une adresse IP reliée à une location de courte durée, dans le New Jersey. Mon estomac s'est noué. Ils n'avaient pas agi sur une impulsion. Ils avaient planifié cela,
minutieusement, pendant 6 minutes. J'ai failli appeler ma mère. J'ai même ouvert sa fiche de contact, et laissé planer mon pouce au-dessus du bouton. Une part de moi, brisée et enfantine, voulait l'entendre dire que c'était une erreur, que quelqu'un l'avait piraté, qu'elle avait peur, qu'elle était désolée. Mais un autre email est arrivé, de la part de Tyler. Sans objet, juste une phrase, « N'essaie pas de jouer au détective, Meg. Tu as perdu. » J'ai fixé cette ligne, et quelque chose de très ancien en moi, s'est brisé net. J'ai fait des captures d'écran de tout. J'ai téléchargé les relevés. J'ai copié les métadonnées. J'ai sauvegardé les emails à 3 endroits différents. Puis, j'ai appelé ma meilleure amie, Nathalie Parker, qui a répondu à la 2e sonnerie, et a immédiatement su que quelque chose n'allait pas, car j'ai prononcé son prénom au lieu de dire allô. Quand je lui ai raconté, elle n'a pas poussé un hoquet dramatique, ni ne m'a dit de me calmer. Elle a dit, « Megan, ne les appelle pas. Ne les préviens pas, monte le dossier. » C'est pour cela que Nathalie était mon rock. Elle me connaissait assez bien, pour savoir que je n'avais pas d'abord besoin de réconfort. J'avais besoin d'un champ de bataille parfaitement propre. À midi, ma cuisine était toujours couverte de café séché, mais ma table à manger s'était transformée en un véritable tableau de preuves. Les relevés bancaires à gauche, les journaux de connexion au centre, les en-têtes de mai à droite. J'ai contacté le service des fraudes de la banque, puis le responsable de la conformité légale de mon cabinet, et enfin le client, dont les fonds sous séquestre avaient potentiellement été touchés. Chaque appel rendait ma voix plus assurée. Chaque document rendait la trahison moins émotionnelle, et plus facile à prouver. Vers 15 heures, ma mère a fini par appeler. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. Puis Tyler, puis ma mère à nouveau. Au 5e appel, elle a laissé un message vocal. Sa voix était tranchante et agacée, sans une once de culpabilité. Megan, ne sois pas dramatique. Nous sommes à Paris. Nous sommes enfin heureux. Tu devrais te réjouir pour nous. Je l'ai écouté 2 fois, non pas parce que j'aimais souffrir, mais parce que je voulais mémoriser son ton. Elle ne parlait pas comme une mère, qui venait de voler l'avenir de sa fille. Elle parlait comme une femme irritée, à l'idée que sa victime puisse s'en plaindre. Ce soir-là, Nathalie est passée à la maison, avec de la nourriture que je n'arrivais pas à avaler, et un carnet que je pouvais utiliser. Elle s'est assise en face de moi, pendant que je notais chaque commentaire étrange, chaque visite suspecte, chaque moment que j'avais ignoré, parce que je voulais croire que ma famille ne pouvait pas être aussi cruelle. À 23h48, une alerte de fraude automatisée est apparue, en provenance de la banque du compte séquestre, virement international à haut risque en cours d'examen. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Mon pouls a ralenti. Il ne s'est pas emballé, il a ralenti. Car pour la première fois de la journée, j'ai compris la vérité. Ma mère et mon frère pensaient m'avoir détroussé, et s'être échappés à Paris. Mais ce qu'ils avaient réellement fait, c'était déclencher l'alarme incendie, dans un bâtiment rempli d'enquêteurs, d'avocats, d'auditeurs, et de responsables fédéraux de la conformité. Et ils se tenaient en plein milieu du hall, avec l'allumette encore à la main. Le lendemain matin, j'ai rencontré Rebecca Hay, une avocate spécialisée dans les crimes financiers, recommandée par le directeur de la conformité de mon cabinet. Son bureau donnait sur le port, mais j'ai à peine remarqué la vue. Je portais un dossier si épais, que la réceptionniste l'a regardé à 2 fois. Supposant probablement que j'étais une énième consultante livrant de la paperasse, et non une fille franchissant la porte, avec la preuve que sa propre mère avait vidé ses comptes. Rebecca affichait un calme, qui refroidissait l'atmosphère de la pièce. Elle ne m'a pas interrompu, pendant que je lui expliquais les économies volées, la société écran, l'accès non autorisé aux appareils, les retraits à Paris, et la possible contamination du compte séquestre. Elle s'est contentée de poser des questions courtes, chacune plus acérée que la précédente. Qui avait physiquement accès à votre ordinateur portable? Votre mère connaissait-elle vos questions de sécurité? Votre frère a-t-il déjà reçu du courrier à votre adresse? Des fonds de clients ont-ils été réellement transférés, ou seulement consultés? Lorsqu'elle a eu terminé, mes mains étaient crispées sous la table. Puis, elle s'est adossée à son fauteuil et a dit, « Megan, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Il ne s'agit pas d'un simple litige familial. Si vos preuves sont exactes, nous parlons d'usurpation d'identité, de fraude électronique, de détournement de fonds. Et potentiellement de tentative de vol, sur un compte séquestre protégé.
Ces mots auraient dû m'effrayer. Au lieu de cela, ils m'ont donné l'impression que le sol arrêtait enfin de tanguer. J'avais passé 24 heures à me demander si j'étais trop dure, trop froide, trop peu disposée à pardonner. La phrase de Rebecca a dissipé ce brouillard. Ce n'était pas un drame personnel. C'était un crime. Néanmoins, elle m'a averti que les affaires familiales étaient sordides. Car les voleurs partageant le même ADN, s'attendent souvent à une immunité émotionnelle. Ils vous traiteront de personnes cruelles, a-t-elle prévenu. Ils diront que vous avez choisi l'argent plutôt que la famille. Ils essaieront de vous faire sentir responsable des conséquences de leur propre choix. J'ai failli rire, car elle venait de décrire ma mère à la perfection. Susan Brooks avait bâti toute sa maternité autour de la dette déguisée en amour. Quand j'avais 16 ans, elle a emprunté l'argent de mon travail d'été pour payer les factures d'électricité, puis a acheté une console de jeu à Tyler la semaine suivante, parce qu'il avait besoin d'une victoire. Quand j'avais 21 ans, elle a pleuré jusqu'à ce que je me porte garante pour un petit prêt, puis a manqué 3 paiements, en me disant qu'avoir un mauvais dossier de crédit m'apprendrait l'humilité. Lors de ma remise de diplôme, elle m'a serré dans ses bras devant nos proches, et m'a chuchoté « N'oublie pas qui s'est sacrifié pour toi ». Et ce, même si j'avais payé mes propres frais de scolarité, avec des bourses et des petits boulots de comptabilité le week-end. Pendant des années, elle m'avait entraîné à confondre la culpabilité avec le devoir. Maintenant, elle avait simplement adapté la leçon, à l'échelle de 450 000 €. Rebecca a écouté pendant que je lui racontais ses souvenirs. Non pas parce qu'ils étaient juridiquement nécessaires, mais parce qu'ils expliquaient pourquoi j'avais ignoré tant de signaux d'alarme. Elle a hoché la tête une fois, et a déclaré « La manipulation commence souvent par de petites choses. On ne vole pas un demi-million d'euros à quelqu'un, à moins de s'être déjà exercé à forcer ses limites personnelles. » Cette phrase est restée gravée en moi. Nous avons préparé des dépôts d'urgence le jour même. Des rapports de fraude, des contestations bancaires, des lettres de préservation des preuves, une ordonnance restrictive temporaire contre toute nouvelle activité sur les comptes, et une plainte au civil nommant Susan Brooks et Tyler Brooks comme défendeurs. Rebecca a également contacté le service juridique de la banque du compte séquestre, afin de séparer ma perte personnelle des fonds protégés du client. Prouvant ainsi que j'avais signalé le problème immédiatement, et que je n'avais autorisé aucun mouvement. Ce détail était crucial. Ma carrière reposait sur la confiance, et ma mère n'avait pas seulement mis la main sur mon argent, elle l'avait aussi mise sur mon nom. En début de soirée, le premier gel est passé. Le faux compte de la Brooks Family Holdings a été bloqué. 2 cartes internationales qui y étaient liées ont été suspendues. La réservation d'un appartement de luxe à Paris a échoué lors de l'autorisation de paiement. Je l'ai su, parce que Tyler m'a envoyé un texto 20 minutes plus tard. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas répondu. Puis, ma mère a envoyé une photo depuis un restaurant. Nappe blanche, éclairage doré, de minuscules assiettes disposées comme des bijoux, avec le message suivant, « Tu peux bloquer des cartes, mais tu ne peux pas geler une famille. Arrête de t'embarrasser. » Je l'ai transféré à Rebecca. Elle a répondu par 3 mots. Excellent. Plus de preuves. C'est devenu mon rythme de croisière. Il m'insultait, j'archivais. Il me menaçait, je l'enregistrais avec l'horodatage. Il postait des photos de vacances, je les sauvegardais. Sur les réseaux sociaux, il prétendait que Paris était un nouveau départ. Ma mère a légendé une photo, enfin libérée des personnes toxiques. Tyler a publié, certains d'entre nous savent profiter de la vie, au lieu d'amasser de l'argent. Leurs amis aimaient les publications. Une cousine a commenté, tellement heureuse pour vous. J'ai fixé ce commentaire plus longtemps que je n'aurais dû. Réalisant que ma famille avait probablement raconté à tout le monde que j'étais égoïste, instable, peut-être même abusive. Pendant une heure douloureuse, j'ai voulu me défendre publiquement. J'ai voulu publier des captures d'écran, des relevés bancaires, des preuves. Nathalie m'en a dissuadé. Laisse le tribunal devenir ta section commentaires, a-t-elle dit. Alors, je suis restée silencieuse. Pas un silence de faiblesse, un silence stratégique. Le genre de silence, qui laisse les personnes arrogantes continuer à parler, jusqu'à ce qu'elles s'enterrent elles-mêmes. 3 jours plus tard, Rebecca a appelé avec le premier rebondissement. Meghan, a-t-elle annoncé, ils ont tenté un 2e transfert après le gel. Ma mère et mon frère, apparemment furieux que leur carte ne fonctionne plus, avaient essayé de déplacer un autre bloc d'argent.
via la fausse entreprise, vers une application bancaire française, en utilisant mes documents d'identité volés. Mais, comme les alertes de fraude étaient actives, la transaction a déclenché un examen de conformité. La banque les avait désormais enregistrés, en train de tenter d'accéder à des fonds restreints, après le dépôt d'avis de litige officiel. C'est très mauvais pour eux, a précisé Rebecca. J'ai regardé la photo de famille sur mon étagère. Celle où ma mère avait ses bras autour de nous deux, lors d'un barbecue du 4 juillet, des années auparavant. Pour la première fois, je n'ai ressenti aucune tristesse en la regardant. J'ai ressenti de la lucidité. Cette image n'était pas une preuve d'amour. C'était la preuve, que parfois, les personnes qui sourient à vos côtés, attendent simplement le bon moment pour s'emparer de ce que vous avez construit. La première véritable confrontation a eu lieu 4 jours après le gel. À 2h03 du matin heure locale, ma mère a appelé 11 fois de suite. J'ai finalement décroché à la 12e tentative. Car Rebecca m'avait indiqué que les appels enregistrés pouvaient avoir leur importance, si les règles de consentement de mon état étaient respectées. Et Nathalie était assise à côté de moi, son ordinateur ouvert, prête à prendre des notes. Ma mère n'a pas dit bonjour. Elle a sifflé, « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Pendant un instant, j'ai presque admiré son audace. Elle avait volé mes économies, fui le pays, s'était moquée de moi par écrit. Et maintenant, elle semblait blessée, parce que les conséquences étaient arrivées plus tôt que prévu. J'ai demandé, « Appelles-tu pour rendre l'argent ?» Elle a ri, mais son rire s'est brisé en plein milieu. Le rendre ? Mégane, ne sois pas puérile. Cet argent restait là à ne rien faire. Tyler avait besoin de repartir à zéro. J'avais besoin de paix. Tu as toujours eu plus que nous. J'ai regardé Nathalie, qui a fermé les yeux, comme si elle se retenait physiquement d'exploser de rage. Tu m'as volé, ai-je rétorqué. La voix de ma mère s'est aiguisée. C'est toi qui nous as abandonnés en premier. Tu as déménagé à Boston, obtenu ton travail prestigieux, commencé à agir comme si tu étais au-dessus de ton propre sang. Tu penses que, parce que tu comprends les tableurs, tu comprends la vie. La famille partage. La famille demande, ai-je dit. Les voleurs, eux, prennent. C'est à ce moment-là que Tyler a arraché le téléphone. J'ai entendu le bruit de la rue derrière lui, puis sa colère haletante. Tu es en train de tout gâcher, Meg. Le gérant de l'appartement menace de nous expulser, parce que le paiement a été rejeté. Maman a pleuré toute la journée, à cause de toi. Tant mieux, ai-je lâché. Et ce mot m'a surprise, moi la première. Non pas parce que je ne le pensais pas, mais parce que je le pensais avec une certitude absolue. Tyler est resté silencieux une demi-seconde, puis a craché, « Tu as toujours été égoïste. Profite bien de ta petite vie solitaire, avec tes chiffres. » Puis, il a prononcé la phrase qui a effacé le tout dernier recoin de douceur dans mon cœur, « Tu devrais être reconnaissante, qu'on ait seulement pris de l'argent. » Nathalie a brusquement relevé la tête. J'ai répété, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il a raccroché. J'ai immédiatement envoyé le résumé de l'appel à Rebecca. Le lendemain matin, mon téléphone était inondé de messages. Ma tante Denise m'a écrit, « Ta mère dit que tu les as laissés en rade, à l'étranger. » Un cousin a écrit, « Quoi qu'il se soit passé, n'implique pas la police. Elle reste ta mère. » Quelqu'un d'autre m'a envoyé un verset biblique sur le pardon. Pas une seule personne n'a demandé ce qu'elle avait fait. Pas un n'a demandé pourquoi ma mère était à Paris, avec mon argent volé. Ce fut la deuxième trahison. Ce cœur de personne, qui préférait une victime silencieuse, plutôt qu'un criminel démasqué. Je n'ai répondu à personne. Rebecca m'a conseillé la retenue. Nathalie m'a suggéré d'utiliser un langage plus fort, mais a admis que Rebecca avait probablement raison. Au cours de la semaine suivante, les messages de Suzanne et Tyler sont devenus moins arrogants, et plus désespérés. D'abord, Suzanne a prétendu que l'argent était un fonds d'urgence familial. Ensuite, elle a affirmé que je le lui avais promis verbalement. Puis, elle a déclaré que j'étais mentalement instable, et que j'avais oublié. Tyler m'envoyait des captures d'écran de transactions refusées, comme si j'étais le service client. Encore une dette de carte, écrivait-il. Règle ça. Comme je l'ignorais, il a envoyé un selfie depuis l'extérieur d'une agence bancaire fermée à Paris, avec la légende « J'espère que tu es fier ». Je ne l'étais pas de manière bruyante, ni cruelle, mais oui,
j'étais fier que, pour une fois dans ma vie, je ne me sois pas précipité pour sauver des gens qui se noyaient, dans une piscine qu'ils avaient eux-mêmes remplie. L'appel de panique, celui qui m'a confirmé qu'ils avaient mordu à l'hameçon, a eu lieu un jeudi. J'étais dans le bureau de Rebecca pour revoir des déclarations sous serment, quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Tyler. Je l'ai mis sur haut-parleur. Sa voix était fluette, presque enfantine. À qui appartenaient ces comptes? Le stylo de Rebecca s'est arrêté de bouger. J'ai demandé, de quoi parles-tu? Ma mère pleurait en arrière-plan. Tyler a dit, les gens de la banque ont dit, qu'une partie de l'argent n'était pas à toi. Ils ont parlé du service juridique. Ils ont parlé d'un séquestre d'entreprise. Qu'est-ce que tu as fait, bordel, Megan? Je me suis adossé lentement à ma chaise. Nous y étions. Le moment où l'arrogance rencontre un vocabulaire, qu'elle ne peut pas intimider. Je n'ai rien fait, ai-je répondu. Vous avez accédé à des comptes que vous ne compreniez pas, ma mère a pris le téléphone, sanglotant à présent. Megan, écoute-moi. Nous ne savions pas. Nous pensions que tout appartenait. Rebecca a gribouillé quelque chose sur un bloc-notes jaune, et l'a tourné vers moi, ne donne aucune explication. J'ai suivi le conseil. Vous avez besoin d'un avocat, ai-je dit. Les pleurs de ma mère se sont arrêtés net. Comment peux-tu me dire ça? Facilement, ai-je répliqué. Vous avez besoin d'un avocat. Elle a alors commencé à supplier, changeant de masque si vite, que je pouvais presque les entendre tomber. D'abord la colère, petit monstre ingrat. Puis la culpabilité, je t'ai donné la vie. Ensuite la peur, ils ont dit qu'il pourrait y avoir des poursuites. Puis la manipulation, si tu m'aimais, tu arrangerais ça. L'ancienne Megan se serait peut-être effondrée, en entendant cette phrase. L'ancienne Megan se serait peut-être excusée, de saigner sur la lame du couteau. Mais la femme assise dans ce bureau, venait de passer la semaine entière à lire des preuves. Je t'ai aimé, ai-je répondu. Ça n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que tu as cru que l'amour faisait de moi une cible facile à voler. J'ai mis fin à l'appel. Mes mains ont tremblé par la suite. Mais pas par faiblesse. Elles tremblaient, car j'avais enfin fermé une porte, que ma mère avait passé toute ma vie à maintenir entr'ouverte, à coups de culpabilité. Les jours précédant l'audience ressemblaient moins à une attente, qu'à l'observation d'une tempête en train de choisir sa direction. Rebecca a déposé une demande de réparation civile en urgence. Les banques ont terminé leurs examens internes, et l'équipe juridique de mon client a confirmé qu'aucun fonds protégé n'avait quitté définitivement la structure du séquestre, bien que la tentative d'accès ait été documentée et transférée pour une enquête plus approfondie. Cela a sauvé ma carrière, mais cela n'a pas atténué les dégâts. Je devais quand même expliquer à mon cabinet pourquoi mon identité volée avait été utilisée dans une tentative d'accès à des comptes liés à un client. Je me suis assise dans une salle de conférence aux parois de verre, avec 2 associés, un responsable de la conformité et un représentant des ressources humaines. Pendant qu'ils posaient des questions formelles et prudentes, qui me faisaient me sentir à la fois soutenu et exposé, j'ai répondu à tout. J'ai montré les historiques. J'ai montré le rapport de police. J'ai montré les dépôts de Rebecca. À la fin, l'un des associés, un homme discret nommé Daniel Mercé, a fermé le dossier et a dit « Megan, vous avez fait exactement ce que vous étiez censé faire. » Je me suis contenu jusqu'à ce que j'atteigne l'ascenseur. Puis j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais faible, mais parce qu'être cru après une trahison est presque aussi bouleversant que la trahison elle-même. Nathalie m'a rejointe en bas, et a marché avec moi dans l'air glacial de Boston, sans chercher à arranger quoi que ce soit. C'était son don. Elle savait quand le silence était plus réconfortant que des conseils. Pendant ce temps, Paris s'effondrait pour Suzanne et Tyler. L'appartement de luxe a annulé leur réservation prolongée, suite au paiement bloqué. Les frais de restaurant ont été annulés, dans l'attente de l'enquête. Leur application bancaire française a verrouillé leurs accès. L'employeur de Tyler, une entreprise de vente régionale dans l'Ohio, a appris qu'il avait quitté le pays sans autorisation, tout en prétendant travailler à distance depuis chez lui. Il a été licencié par email, ce qui m'a semblé poétique, d'une manière que j'ai essayé de ne pas trop savourer. Les amis de l'église de ma mère ont commencé à demander pourquoi elle avait soudainement déménagé à l'étranger, alors qu'elle avait dit à tout le monde qu'elle aidait Megan à surmonter une dépression. Un membre de la famille m'a finalement appelé. Non pas pour m'accuser,
mais pour demander d'une voix basse, « Est-ce vrai qu'elle a pris ton argent ?» Je n'ai envoyé aucune capture d'écran, aucune explication dramatique, seulement le numéro du dépôt public de Rebecca. En moins de 24 heures, le récit familial a commencé à pourrir de l'intérieur. Les gens qui m'avaient réprimandé pour ne pas lui pardonner, ont cessé de m'envoyer des textos. Tante Denise a envoyé un seul message, « Je ne savais pas, je n'ai pas répondu. » Car des excuses qui n'arrivent qu'une fois les preuves exposées, ce n'est pas du courage. C'est du contrôle des dégâts. 7 jours avant le tribunal, Tyler a tenté l'intimidation. Il a envoyé un email, « Laisse tomber », où je dirai à tout le monde comment tu es vraiment. Je l'ai transféré. 5 jours avant le tribunal, ma mère a tenté la carte de la maladie. Elle a laissé un message vocal, chuchotant que le stress lui donnait des douleurs à la poitrine, et que s'il lui arrivait quoi que ce soit, je devrais vivre avec ça sur la conscience. Je l'ai transféré, lui aussi. 3 jours avant le tribunal, elle a tenté la nostalgie. Elle m'a envoyé par email, la version numérisée d'une carte d'anniversaire que je lui avais fabriquée quand j'avais 8 ans. Avec un crayon violet, j'avais écrit « Maman, je t'aime pour toujours ». Sous l'image, elle a tapé « Était-ce un mensonge ?» Je l'ai fixée pendant un long moment. Celle-là a fait mal. Non pas parce qu'elle changeait quoi que ce soit, mais parce que je me souvenais de la petite fille, qui pensait chacun de ses mots. Je me souvenais d'avoir cru que ma mère était mon refuge. Je me souvenais de courir vers elle après des cauchemars, faisant confiance à ses mains pour repousser la peur. Puis, j'ai regardé les relevés bancaires posés à côté de moi. Et j'ai réalisé que le chagrin peut exister aux côtés de la vérité, sans pour autant l'annuler. Je n'ai répondu qu'une seule fois, « L'enfant qui a fait cette carte t'aimait. L'adulte que tu as volé t'emmène au tribunal. » Rebecca a approuvé le message, avant que je ne l'envoie. Le lendemain, nous avons reçu la preuve qui a tout fait basculer. Un relevé assigné à comparaître, provenant du compte de la fausse entreprise, montrait une note attachée à l'un des transferts. Tyler l'avait rédigé lui-même, bougé avant qu'elle remarque. 4 mots. Aucune confusion, aucun malentendu, aucune urgence familiale. Juste de l'intention pure. Rebecca a appelé ça un cadeau. J'ai appelé ça une confession, avec des fautes d'orthographe. Encore mieux, il y avait un message de ma mère à Tyler, envoyé 2 jours avant le vol, « Une fois que nous serons à Paris, elle pourra crier tout ce qu'elle voudra. Elle n'aura pas les moyens de se battre. » J'ai lu cette phrase 3 fois. Chaque lecture retirait une once de culpabilité supplémentaire de mon corps. Elle n'avait pas volé parce qu'elle était désespérée. Elle avait volé, parce qu'elle croyait que la ruine financière me réduirait au silence. L'audience était fixée au lundi matin. Le dimanche soir, Nathalie a dormi à la maison. Nous avons mangé des plats à emporter par terre, car ma table à manger était ensevelie sous des classeurs juridiques. Vers minuit, elle a demandé, « As-tu peur ?» J'ai répondu, « Oui. » Car je n'avais pas peur de perdre le procès à proprement parler, j'avais peur de voir ma mère de l'autre côté de la salle d'audience, et de réaliser qu'il ne restait plus rien entre nous, si ce n'est des preuves. Nathalie a hoché la tête et a dit, « Alors aie peur, et vas-y quand même. » Ce fut ma dernière pensée avant de m'endormir. Le courage, ce n'était pas l'absence de peur. Le courage, c'était d'entrer dans la pièce avec la peur à ses côtés, et de refuser de lui tendre le microphone. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Dans mon esprit, la justice aurait dû avoir des colonnes en marbre, des pas qui résonnent, et un éclairage dramatique. En réalité, elle avait des murs beiges, un conduit de ventilation bourdonnant, et un juge qui avait l'air fatigué avant même que quiconque n'ait pris la parole. Suzanne et Tyler sont apparus par visioconférence, depuis un cabinet juridique à Paris. Ce qui rendait le tout irréel, comme si ma famille avait été réduite à 2 visages, piégés dans un écran. Ma mère portait des perles, bien évidemment. Tyler portait une chemise froissée, et l'expression d'un homme, qui venait de découvrir que le charme n'est pas une stratégie de défense viable. Rebecca était assise à côté de moi avec notre classeur de preuves, d'un calme tranchant. L'avocat de la banque était là. Un représentant de l'institution dépositaire de mon client, était là. Le responsable de la conformité de mon cabinet, était assis au fond. Je pense que c'est à cet instant, que ma mère a finalement compris qu'il ne s'agissait pas d'une querelle de famille privée, qu'elle pourrait étouffer avec des larmes. Il y avait trop de professionnels dans la pièce. Trop de dossiers. Trop de gens qui n'en avaient strictement rien à faire, qu'elle m'ait donné la vie.
Rebecca a ouvert le bal, en exposant la chronologie des faits. Accès non autorisé, création de fausses entreprises, usurpation d'identité, économie personnelle siphonnée, tentative de contact avec des fonds sous séquestre restreint, dépenses internationales, et tentatives répétées malgré les avis de fraude. Elle n'a pas élevé la voix une seule fois. Elle n'en avait pas besoin. Les faits ont une résonance qui leur est propre, lorsqu'ils sont disposés correctement. L'avocat de ma mère a tenté de plaider la confusion. Il a affirmé que Suzanne pensait que les fonds étaient des ressources familiales partagées. Rebecca a affiché l'email, profite bien d'être fauché. Il a argumenté que Tyler ne comprenait pas la nature des comptes. Rebecca a affiché, bouger avant qu'elle remarque. Il a soutenu qu'il n'y avait eu aucune intention malveillante. Rebecca a montré le message de ma mère, elle n'aura pas les moyens de se battre. Le visage du juge a changé après cela. Pas de manière spectaculaire, juste assez. Un léger pincement autour de la bouche, une pause avant la note suivante. Puis, ma mère a été autorisée à prendre la parole. Elle s'est penchée vers la caméra, les yeux humides, la voix tremblante, sur ce ton exact qui me faisait autrefois céder instantanément. Votre honneur, je suis une mère. J'ai commis des erreurs, mais j'essayais d'aider mon fils. Megan a toujours réussi. Elle a tout. Tyler a eu des difficultés. Je pensais qu'en tant que famille, nous pourrions équilibrer les choses. Équilibrer. C'était le mot qu'elle avait choisi pour qualifier un vol. J'ai senti la chaleur me monter dans le cou, mais Rebecca a effleuré mon poignet sous la table, me ramenant à la réalité. Le juge a demandé à ma mère si j'avais donné une autorisation écrite pour utiliser ces fonds. Suzanne a baissé les yeux. Pas écrite. Non. Verbal, a-t-il demandé. Elle a hésité. En tant que mère, je croyais que. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, a tranché le juge. Le silence qui a suivi, a été la première chose honnête que ma mère m'ait offerte depuis des années. Puis Tyler a pris la parole, ce qui fut une erreur monumentale. Il a dit, écoutez, Megan en fait toute une montagne. Elle a toujours été dramatique à propos de l'argent. Nous avions l'intention de la rembourser, une fois que les choses se seraient tassées. Rebecca s'est levée. Avec quel revenu, monsieur Brooks? Tyler a scié. Pardon? Vous aviez été licencié de votre emploi, n'est-ce pas? Son visage est devenu rouge. Ça s'est produit à cause de cette histoire. Parce que vous avez quitté le pays, en mentant sur votre lieu de travail. C'est exact? Il a détourné le regard. Rebecca a continué, et avant votre licenciement, le solde de vos économies était inférieur à 2000 €. N'est-ce pas? Tyler a marmonné quelque chose. Le juge lui a ordonné de répondre. Oui. Ainsi, lorsque vous dites que vous aviez l'intention de rembourser 450 000 €, plus les frais, plus d'éventuels dommages et intérêts. Quel plan de remboursement spécifique existait? Tyler n'avait aucune réponse. Ma mère a commencé à pleurer plus fort. Pendant des années, ses larmes avaient été des sirènes d'alarme pour mon système nerveux. Ce jour-là, elle sonnait comme une simple intempérie, à l'extérieur d'une fenêtre bien verrouillée. Ensuite, Rebecca a demandé la permission pour que je puisse faire une déclaration. Je me suis levé, et pendant une seconde terrifiante, mon corps a oublié comment respirer. J'ai regardé l'écran, les perles de ma mère, le ressentiment de Tyler, et toutes ces personnes qui attendaient que ma douleur se transforme en mots. J'aimais ma famille, ai-je commencé. C'est pour cela que leur stratagème a fonctionné pendant si longtemps. Pas parce que j'étais négligente, mais parce que j'ai fait confiance à des gens qui savaient exactement comment utiliser cette confiance contre moi. Ma mère n'a pas demandé d'aide. Mon frère n'a pas commis une simple erreur. Ils ont planifié de prendre mon argent, de quitter le pays, et de me laisser trop faucher pour me défendre. Ils se sont lourdement trompés. Ma voix s'est raffermie. Je ne suis pas ici parce que je les hais. Je suis ici, parce qu'un amour sans responsabilité, devient un passe-droit pour les pires abus. Je veux que mes fonds soient restitués. Je veux que mon nom soit protégé. Et je veux qu'il soit officiellement acté, que le fait d'être la fille de quelqu'un ne fait pas de moi son distributeur automatique. La salle d'audience est devenue silencieuse. Ma mère s'est caché le visage. Tyler a fixé le sol. Le juge a suspendu l'audience pendant 20 minutes,
et ces 20 minutes m'ont paru plus longues que le mois entier qui venait de s'écouler. À son retour, il a accordé les mesures de réparation en urgence. Mes fonds personnels devaient être restaurés grâce aux actifs gelés disponibles, à l'annulation des transferts, et à la liquidation des biens que Suzanne avait utilisés comme garantie. La société écran resterait verrouillée, dans l'attente d'une procédure ultérieure. La tentative d'accès aux fonds liés au séquestre serait transmise aux autorités d'enquête compétentes. Suzanne et Tyler ont reçu l'ordre de conserver tous les documents financiers, et de céder le contrôle des comptes liés au transfert. Et puis, la partie qui a enfin donné un air effrayé à Tyler est arrivée. Étant donné qu'ils avaient dépensé une grande partie de l'argent volé, le tribunal a autorisé la saisie de la maison de ma mère dans l'Ohio, ainsi que des actifs restants de Tyler, pour garantir le remboursement et le paiement des dommages. Ma mère a eu le souffle coupé. Ma maison ? Le juge a regardé directement l'écran. Vous avez utilisé des fonds volés, pour financer une relocalisation internationale, tout en tentant d'empêcher la plaignante de chercher un recours légal. Le tribunal n'est pas convaincu par vos affirmations d'un innocent malentendu. Cette phrase a brisé quelque chose en elle. Pas son cœur, peut-être, mais sa représentation théâtrale. Son visage s'est durci, et pendant une seconde, le masque est complètement tombé. Après tout ce que j'ai fait pour elle, a-t-elle chuchoté. Le microphone l'a capté. Tout le monde l'a entendu, et, d'un seul coup, même son chagrin s'est transformé en preuve. Les retombées ne sont jamais aussi nettes que ce que l'on imagine de la victoire. Aucune musique triomphante n'a retenti, lorsque je suis sorti du palais de justice. Pas de paix soudaine, pas de sentiment magique que mon enfance avait été réparée, simplement parce qu'un juge m'avait donné raison. Je suis sorti dans le couloir, je me suis assise sur un banc, et j'ai tremblé si fort, que Nathalie m'a entouré de ses 2 bras sans dire un mot. J'avais gagné. Oui, mon argent serait récupéré grâce aux fonds gelés, au processus d'assurance, aux transferts annulés, et aux saisies. Ma carrière était sauve. Mon nom était blanchi. Ma mère et mon frère ne pourraient plus qualifier ce vol de simple malentendu, sans contredire un dossier juridique officiel. Mais j'avais aussi perdu la toute dernière illusion, que la famille rimait automatiquement avec sécurité. Dans les semaines qui ont suivi, les conséquences se sont propagées dans les vies de Suzanne et Tyler, comme des fissures sur du verre. Tyler n'a pas pu retrouver de travail dans son domaine, une fois que les dossiers civils et les détails de son licenciement ont fait surface. Les amis qui avaient applaudi ses photos de Paris, ont cessé de répondre à ses messages. Ma mère est rentrée de France en toute discrétion. Fini la vie glamour, fini la femme triomphante. Elle était juste en colère, et paraissait étrangement rapetissée. Sa maison, celle qu'elle avait toujours appelée le foyer familial, a été mise sous saisie. Elle a essayé de vendre des bijoux, puis des meubles, puis l'histoire selon laquelle j'avais ruiné sa vie. Mais les histoires ne paient pas les jugements judiciaires. La pitié ne débloque pas les comptes gelés, et la culpabilisation, pour une fois, n'a pas pu être convertie en monnaie trébuchante. Certains membres de la famille ont essayé de revenir vers moi, une fois que la vérité est devenue indéniable. Tante Denise a envoyé de longues excuses, disant qu'elle aurait dû poser des questions avant de me juger. Un cousin m'a invité pour Thanksgiving, comme si un repas de fête pouvait masquer l'odeur rance de la trahison. Je n'ai remercié personne pour avoir enfin cru aux preuves. Cela peut paraître froid, mais il y a un épuisement tout particulier, à devoir se montrer reconnaissant envers des personnes, qui cessent de vous faire du mal, uniquement parce que les preuves rendent leur déni trop embarrassant. Ma mère m'a envoyé un tout dernier email, 3 mois après l'audience. L'objet était « S'il te plaît ». J'ai failli le supprimer sans le lire, mais une part de moi avait besoin de savoir quelle version d'elle avait survécu au naufrage. Le message était plus court que ce à quoi je m'attendais. Megan, je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. Ma fille me manque. J'ai fait des choix que je regrette. Tyler est en colère. Je suis fatigué. J'aimerais que nous puissions revenir en arrière. Il n'y avait pas de confession complète, aucune excuse claire pour le vol, aucune reconnaissance du fait qu'elle avait essayé de me laisser sur la paille et impuissante. Seulement des regrets. Des regrets mous et sans consistance. Le genre de regrets qui réclame du réconfort, sans avoir à assumer ses responsabilités. Je l'ai lu 2 fois. Puis, j'ai ouvert une page de réponses vierges et j'ai tapé « Nous ne pouvons pas revenir en arrière, car la personne que j'étais à l'époque n'existe plus. J'espère que tu deviendras honnête un jour, mais je ne ferai pas partie de ta vie pendant que tu apprends.
Je l'ai envoyé, j'ai bloqué son adresse email, et je suis resté assise en silence pendant un long moment. J'ai fini par lui pardonner, mais pas de la manière dont les gens l'entendent habituellement. Je ne lui ai pas pardonné en la réinvitant dans ma vie. Je n'ai pas pardonné à Tyler, en faisant semblant qu'il était seulement un peu perdu. Je leur ai pardonné, en refusant de laisser leur trahison devenir le centre de mon existence. Je leur ai pardonné en retrouvant un sommeil paisible, en consultant mes comptes bancaires sans trembler, en riant avec Nathalie devant un café imbuvable, en prenant de nouveaux clients. En m'achetant un petit appartement avec des serrures que j'étais la seule à contrôler, et une table à manger qui n'était plus recouverte de pièces à conviction. La leçon que j'ai tirée est douloureusement simple. La famille n'est pas un permis pour vous voler votre paix, votre argent, votre dignité, ou votre avenir. Les liens du sang peuvent expliquer une connexion, mais ils ne sauraient excuser la cruauté. L'amour ne se prouve pas, par l'ampleur des sacrifices que vous faites pour des personnes qui ne font que prendre. Parfois, l'amour envers soi-même commence à la seconde même, où l'on cesse de payer les dettes émotionnelles qu'ils ont inventées. Si quelqu'un vous trahit, et qualifie ensuite vos limites de vengeance, laissez-le faire. S'ils disent que vous avez changé, donnez-leur raison. Le changement, c'est ce qui se produit, quand on comprend enfin sa propre valeur. Ma mère pensait qu'en me prenant 450 000 €, elle me rendrait impuissante. Au lieu de cela, elle m'a montré à quel point je pouvais devenir redoutable, à la seconde où j'ai cessé de supplier des personnes malhonnêtes, de m'aimer honnêtement. Et si vous avez un jour été trahi par quelqu'un en qui vous étiez censé avoir confiance, souvenez-vous de ceci. Se protéger n'est pas de l'égoïsme. Réclamer justice n'est pas de la cruauté. S'éloigner des personnes qui ne vous accordent de la valeur que lorsqu'elles peuvent vous utiliser, ce n'est pas une trahison. C'est de la survie. Alors, dites-moi honnêtement, si votre propre famille vous volait tout ce que vous aviez construit, et ne demandait pardon qu'après s'être fait prendre. Leur pardonneriez-vous, ou partiriez-vous loin d'eux, comme je l'ai fait ?